Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Merci aux puissances co-invitantes, dont Attaque, et puis à nos camarades de 5e étage qui filment cette soirée. Donc avec un premier débat où tout de suite vont se mêler à la fois des questions théoriques de comment on caractérise le système social dans lequel on vit et des questions très stratégiques de comment on essaye de lutter pour rendre ce système plus juste et démocratique. Donc avec moi, Nancy Fraser, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à la New School à New York. Vous avez réalisé beaucoup de travaux sur la justice, le thème de la justice. Effectivement, les premiers travaux qui ont été traduits en France portent sur cette dichotomie redistribution-reconnaissance. Et puis, plus récemment, des travaux assez importants dans la New Left Review sur le capitalisme, ses conditions de possibilité et comment ça appelle à articuler différents types de combats sociaux. Et puis, Christophe Aguiton, sociologue, militant d'Attaque et auteur de La gauche du XXIe siècle, enquête sur une refondation. Alors on va commencer tout de suite et je vais un peu ralentir mon débit de parole parce que nous sommes traduits, il faut qu'on y fasse très attention. La première question va être adressée à Nancy Fraser et ensuite Christophe réagira. Il porte sur ce livre, Le féminisme pour les 99%, c'est un manifeste publié à la Découverte. Nancy Fraser, le livre commence par une comparaison entre deux types de propos. Les premiers sont ceux d'une directrice des opérations de Facebook qui dit le monde changerait de face si jamais les entreprises étaient dirigées pour moitié par des femmes et les ménages par moitié par des hommes. Ce serait génial. Et puis, vous dites, on a aperçu autre chose, peut-être la même année, ou en tout cas peu de temps après, c'est-à-dire des mouvements de grève massifs de femmes pour l'égalité et aussi contre le capitalisme en Espagne, où le mouvement féministe est très puissant. Et donc, ce que j'aimerais que vous développiez face à nous, c'est ça, c'est pourquoi le féminisme doit absolument s'articuler à l'anticapitalisme pour ne pas être ambivalent. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça, c'est vraiment très, très important pour vous ? Alors même que, je précise ma question, le reproche qui a été souvent fait au mouvement social, c'est de dire que les questions féministes, c'était important, mais pour plus tard, une fois qu'on aurait résolu les vraies questions, la lutte de classe. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en anglais, mais je suis sûre que la traduction sera de qualité. Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie les organisateurs et mes camarades à la tribune. Oui, selon moi, aujourd'hui, le féminisme doit être anticapitaliste. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il doit également être écologiste et antiraciste, anti-impérialiste et bien sûr démocratique. Pour quelle raison ? Nous vivons dans une période, comme cela a été dit, de crise du capitalisme grave qui se développe de différentes manières, au niveau structurel notamment et au niveau hégémonique. Aujourd'hui, les promesses de l'idéologie néolibérale qui dit aux personnes qu'il faut tout marketiser, que cela permettrait d'avoir une meilleure vie, eh bien, plus personne n'y croit. La crédibilité de la pensée néolibérale s'est effondrée. Et il en va de même pour différentes formes de féminisme qui récemment se sont alliées au néolibéralisme. Je pense au féminisme néolibéral d'entreprise, le féminisme du pouvoir, comme on dit en France. C'est le courant dominant du féminisme depuis quelques décennies. Et en quelque sorte, ce féminisme a servi d'alibi à une économie politique qui a sapé les conditions de vie de la vaste majorité des femmes et des hommes en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Ce système est en crise. Les formes dominantes du féminisme sont en crise.
Et partout, les peuples cherchent des alternatives. Parfois, ils se tournent vers de très mauvaises alternatives. Il nous revient de proposer de meilleures alternatives. Et je crois que le féminisme est une composante majeure de toute solution. Ce n'est pas toute l'histoire, mais c'est un principe directeur, un fil d'Ariane de tout un projet qui vise à remplacer le capitalisme néolibéral par une nouvelle forme de société qui peut être écologique, une société qui peut transformer la relation entre les êtres humains et les non-êtres humains. Cela peut transformer les relations entre les sexes, la nature du travail, le travail rémunéré, le travail non rémunéré. Toutes ces choses sont liées entre elles par un fil d'Ariane, et le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que penseurs, en tant qu'acteurs, en tant qu'êtres humains, nécessite d'être relevé pour bâtir de nouveaux systèmes sociaux. Un féminisme qui défend l'idéologie néolibérale, de fait, dit que l'égalité entre les sexes, c'est simplement le fait pour une femme en entreprise d'avoir les mêmes droits que les hommes dans des classes dominantes. Et c'est une notion inadéquate du féminisme, de l'égalité et de l'émancipation. Il est temps de rejeter ce féminisme du pouvoir et de développer un féminisme de gauche anticapitaliste. Merci. Je vous laisse votre micro. Christophe, une petite réaction et puis... Oui, c'est une réaction qui est en même temps une question, parce que j'ai bien lu ce que vous avez écrit, puis évidemment ce que vous avez redit ici, c'est que pour vous, il y a évidemment plusieurs féminismes, et qu'il existe un féminisme des élites, un féminisme de celles ou ceux d'ailleurs qui pensent qu'en effet, en donnant simplement un peu plus de pouvoir dans les conseils d'administration des multinationales à des femmes, on allait tout changer. C'est pas votre féminisme, hein. Et évidemment ici, pour les militants d'Attaque ou ceux qui sont dans cette salle, on partage évidemment ce point de vue, que le féminisme est un combat qui doit s'articuler, et vous insistez aussi dans votre dernier livre sur cette question, à d'autres luttes sociales. Et je pense que cette question des alliances et des articulations entre luttes sociales est une question absolument centrale, mais compliquée et difficile à mettre en œuvre. Pour donner quelque chose qui est un concret pour nous tous en France, et que Vincent a commencé à présenter, on a connu dans ce pays des luttes très importantes dans ces 6 derniers mois. Et avant ces 6 derniers mois, donc novembre 2018, on pouvait considérer en France qu'il y avait 3 secteurs sociaux qui étaient absolument clés dans les mobilisations qu'on avait connues, dans les lois travail, mais aussi dans les luttes contre les discriminations. Il y avait évidemment le mouvement ouvrier, ceux qui sont encore organisés dans des syndicats, qui sont capables de faire grève, de se mobiliser, et qui ont été très importants dans le déclenchement de ces mobilisations contre la loi travail, celle de Hollande, d'El Khomri, ou celle de Macron, pour défendre les services publics comme la SNCF. Et puis il y a un deuxième secteur qu'on voit de plus en plus dans la rue, et dont beaucoup sont présents ici, c'est des jeunes qu'on qualifie souvent de précaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un travail fixe, mais qui sont précaires à cause de leurs conditions de vie, des difficultés du logement, et qui forment, par exemple, dans nos manifestations, ce qu'on appelle le cortège de tête. En France, même au 1er mai, qui est une manifestation syndicale, la majorité des manifestants ne sont plus derrière les syndicats, mais sont devant, dans ce qu'on appelle le cortège de tête, qui est composé souvent de jeunes, ou majoritairement de jeunes, qui sont très militants, très politisés, mais qui ne sont souvent pas organisés dans des syndicats ou des partis politiques comme nous pouvions l'être il y a 30 ou 40 ans. Et puis un troisième secteur très important, qui est tous ceux de ces quartiers où sont majoritairement des gens issus de l'immigration et qui luttent contre les discriminations. Je pense au comité Adama et à des tas d'autres luttes de ce type. Et on était beaucoup à considérer que c'était l'articulation de ces 3 secteurs sociaux et types de lutte qui étaient déterminants. Et puis, comme souvent dans la vie politique et sociale, on a des surprises. Et la surprise de ces 6 derniers mois, ça a été évidemment les Gilets jaunes. Parce que c'est encore un autre secteur. C'est un secteur du prolétariat, de la classe ouvrière pour l'essentiel, ou des employés, mais vraiment mal payés, qui sont ceux qui sont les plus bas de l'échelle sur le plan salarial, et qui sont souvent des gens qui vivent dans les petites villes, voire en zone rurale, et qui n'ont jamais été organisés ni dans les formations syndicales, ni dans les formations politiques. Et leur irruption sur la scène publique, dans les manifestations du samedi, les actes différents qui se multiplient depuis maintenant 6 mois, ont vraiment changé la donne sur le plan social. Et je pense qu'on peut être fier à Attaque d'avoir été capable d'essayer d'articuler tout ça. On a été de ceux qui ont essayé d'être présents dès
le début, à la fois dans les marches climat, dans lesquelles on a beaucoup de ces jeunes issus des centres-villes, et qui manifestent très régulièrement, et c'est tout à fait positif, les Gilets jaunes, mais aussi le mouvement ouvrier. Et puis, quand on le pouvait, le comité Adama qui a participé à plusieurs des manifestations. Et c'est vrai qu'on a réussi globalement, d'une part, à empêcher que la rue soit tenue par la droite et l'extrême droite. On avait une obsession en tête, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui s'était passé au Brésil en 2013, où une mobilisation là aussi spontanée sur la question du transport gratuit dans les grandes villes avait été critiquée très durement par le pouvoir en place qui était dominé par le PT, puisque c'était l'époque de Dilma Rousseff, mais aussi le MST et la CUT qui avaient accusé les manifestants d'être quasiment des complices de la droite et quasiment des putschistes contre le gouvernement. Et donc la rue est passée à droite dans beaucoup de villes du Brésil. Et contre ça, on a tout fait pour que la rue reste à gauche. Et on a réussi. On a eu au tout début du mouvement des Gilets jaunes quelques groupes d'extrême droite qui se sont mêlés aux manifestants, mais très vite l'affaire était réglée. Et le fait d'avoir réussi ça, et je pense à mettre à l'honneur d'Attaque, et pas seulement, Solidaire, beaucoup de partis de gauche ou écologistes ont fait aussi ce travail-là, et on s'est retrouvé dans la rue, ce qui est très positif. Mais en même temps, on n'a pas tout réglé. On le voit bien, par exemple, sur le plan électoral. Si vous regardez les derniers résultats des européennes qui sont tombés la semaine dernière, on voit bien que dans ces petites villes où le mouvement des Gilets jaunes était particulièrement présent, c'est surtout le Front National ou le Rassemblement National qui est resté fort. Il l'était déjà auparavant, mais il est resté fort. Et on voit bien que si on a gagné la bataille de la rue, on n'a pas forcément gagné la bataille électorale. Et que la question des alliances, même s'il y a eu conjonction des luttes, ne veut pas dire forcément qu'il y a une articulation des luttes qui soit vraiment construite suffisamment pour créer un front social sur le moyen long terme. Et donc, ce que je voulais vous demander, après avoir fait un peu ce petit panorama franco-français, c'est est-ce que vous avez d'autres expériences aux États-Unis ou ailleurs? Je sais que c'est pas facile. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les silos, qui sont vraiment des mondes clos où les luttes sont séparées les unes les autres. Mais est-ce que vous pouvez là-dessus nous donner quelques éléments d'interprétation qui, je pense, sont utiles parce que c'est une question stratégique centrale pour des mouvements comme Attaque et pas seulement. Merci. Vous avez décrit un panorama très intéressant de la situation française et je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il est absolument nécessaire d'articuler ces différents groupes qui, à l'heure actuelle, sont divisés et parfois même opposés. Je crois que vous avez raison d'identifier ces forces sociales. Ce sont des forces disponibles qui pourraient potentiellement être mobilisées pour un nouveau projet, une nouvelle société qui pourrait dépasser les contradictions structurelles et hégémoniques liées au capitalisme. Je partage cet objectif. J'ai été très frappée par la question de l'égalité entre les sexes et de la reproduction sociale qui n'ont pas été mentionnées dans les groupes que vous avez évoqués et dans les forces sociales que vous avez mentionnées. Je ne suis pas en mesure de dire si c'est parce que ces questions ou les luttes féministes sont affaiblies ou marginales en France, ou peut-être que vous avez oublié, vous, de les mentionner, je ne sais pas. Dans les marches climat, il y avait beaucoup de slogans aussi qui avaient une tonalité très fortement Et une des féministe. caractéristiques des Gilets jaunes, c'est la présence de beaucoup de femmes, et des femmes leaders qu'on a beaucoup entendues et qui ont pesé de façon très importante. Oui, c'est très intéressant, car je dois dire que la couverture médiatique que nous recevons aux États-Unis montre toujours des hommes. C'est ce qu'on nous présente, des hommes, un mouvement très masculin, donc je suis très intéressée par le fait que ce n'est pas le cas. Pour revenir à la question que vous avez posée sur la difficulté d'articuler les mouvements, comment surmonter ces obstacles, nous devons trouver des solutions à différents niveaux. Je voudrais d'abord faire une remarque plus théorique, à savoir, il devrait être possible de parvenir à une compréhension de la manière dont les formes actuelles du capitalisme fonctionnent, de comprendre ce qu'est ce capitalisme. Et ceci devrait nous permettre de comprendre pourquoi les conditions qui donnent naissance à ces mouvements de manifestation, à ces mouvements de lutte pour quelque chose de différent émergent.
Toutes ces problématiques, ces questions, en fait, ce n'est pas juste une liste de problèmes qui apparaîtraient de nulle part. Tous ces problèmes s'ancrent dans un ordre social unique. Et la première étape, me semble-t-il, en tout cas pour celles et ceux d'entre nous qui développent le côté intellectuel du projet, disons, la première étape donc est de comprendre le système et pourquoi il génère systématiquement des difficultés écologiques si graves, pourquoi il crée systématiquement des crises liées à la reproduction sociale qui ravagent nos institutions, l'éducation, la santé, le logement, le transport, etc. Comprendre pourquoi ce capitalisme systématiquement sape tous les droits du travail, les conditions de travail décentes qui avaient été obtenues lors de luttes par le passé. Donc voilà pour la première étape. Et ce que j'essaye de faire de mon côté, c'est essayer d'avoir une conception élargie du capitalisme. Insister sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un système économique. Le capitalisme crée apparemment des systèmes séparés, l'accumulation, le travail payé, la façon dont le système se situe et semble créer des conditions non économiques dont le système économique systématiquement, disons, profite en quelque sorte et profite d'activités non rémunérées qui découlent de la reproduction sociale, d'ailleurs des tâches qui sont souvent accomplies par des femmes, eh bien, le capitalisme prend ce qu'il veut, du pouvoir aussi, du pouvoir de l'État. Le capitalisme ne se préoccupe pas de remplacer ce qu'il prend, de réparer tous les dégâts qui pourraient être provoqués en tirant parti de ce qui n'est pas rémunéré, et il ne se préoccupe pas non plus des effets déstabilisateurs et de ses propres conditions de possibilité. Je crois que nous avons beaucoup à comprendre, peut-être pas tout, mais je crois que nous pouvons beaucoup comprendre des formes de conflits sociaux et de luttes qui apparaissent aujourd'hui en développant en quelque sorte une vision d'ensemble de ce qu'est ce système social et de la manière dont il fonctionne. Ensuite, alors, il pourrait peut-être être possible de trouver une façon, disons, si vous voulez, d'expliquer que, par exemple, le problème, ce n'est pas les migrants, le problème, ce n'est pas les personnes trans, le problème, ce n'est pas les personnes racisées, le problème, ce n'est pas les personnes queer, le problème, c'est le système capitaliste qui détruit systématiquement les conditions de vie de tout le monde. Et si nous pouvons parvenir à un moyen d'expliquer ce fait en des termes accessibles, l'expliquer à tous les groupes que vous avez mentionnés, eh bien alors, nous aurons une chance de permettre à tous ces groupes d'imaginer et de penser le fait que nous avons tous un ennemi commun et que nous avons besoin d'unir nos forces, tous et toutes, pour avancer. Aucun groupe ne peut remporter la victoire seul. Donc, comprendre ce système. Et ensuite, il y a tout un travail pratique. Et je crois qu'il dépend véritablement du contexte, des spécificités nationales, locales, régionales. Et il est vraiment très difficile pour moi de, si vous voulez, parler d'une vision stratégique globale. Mais je voudrais dire une chose, si vous m'accordez une minute ou deux de plus. À l'heure actuelle, je dirais qu'il y a deux très grands projets qui nous sont proposés. Un premier, appelons-le un système de populisme excluant, autoritaire, qui se présente comme le défenseur du bien-être et de l'État social. Et une fois au pouvoir, évidemment, ce type de système ne tient pas ses promesses. Et en fait, ce projet suscite l'intérêt d'un certain nombre de personnes qui voient que leurs conditions de vie sont mises à mal. L'autre principal projet dans le monde
est soutenu par ceux qui veulent revenir à un statu quo. Je les appelle les néolibéraux progressistes. L'alliance de la finance, de la Silicon Valley, et excusez-moi cette référence américaine, Hollywood, tout ce que l'on pourrait qualifier d'incarnation du capital, des forces qui se veulent prospectives et les différents mouvements féministes, néolibéraux, certaines composantes aussi de mouvements écologistes, de mouvements LGBT qui se veulent progressistes mais qui légitiment ce système. Et en fait, c'est un choix terrible. Aucune de ces deux options n'est une solution. Et comme je l'ai déjà dit, il nous revient à nous de trouver des moyens de susciter l'intérêt de tous ces groupes que vous avez mentionnés et d'autres, afin que nous puissions imaginer, je ne vais pas parler de troisième voie, mais en tout cas de proposer une autre option. Poursuivre du coup la discussion avec une autre question. Vous avez publié un article, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais un de ceux que j'évoquais dans la Newlet Review. Vous partez du schéma de Karl Polanyi, ce grand sociologue autrichien, qui pensait que la marchandisation de la société provoquait des mouvements de réaction, qu'on appelle le double mouvement des demandes de protection. Donc vous dites ça existe. Ça a apporté parfois des bonnes choses, mais ça peut prendre des tours aussi très autoritaires. Et surtout, ça ne prend pas en compte d'autres combats pour l'émancipation, les combats contre domination de genre, domination de race. Par exemple. Et vous dites également que ces combats pour l'émancipation, s'ils ne sont pas connectés à une critique du capitalisme, peuvent être récupérés par le mouvement de la marchandisation. Et c'est selon vous ce qui est arrivé à toute une partie du mouvement féministe. Et vous êtes assez critique, vous avez des mots assez durs sur les politiques de l'identité. C'est comme ça que c'est le terme que vous employez. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que ce souci-là que vous avez, est-ce que c'est juste un souci stratégique de ne pas voir des combats justes se faire récupérer par le marché, par des logiques de concurrence, de compétition? Ou est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté plus philosophique, normative, de sauver l'universalisme, en quelque sorte? Et en ce sens, vous vous rapprocheriez de courants plutôt républicanistes, pas forcément au sens le plus courant en France, mais au sens qui est développé, je pense à une philosophe qui s'appelle Cécile Laborde et qui essaye de penser ça. Elle est pas forcément en faveur du multiculturalisme. Elle dit il faut répondre à tous les torts qui sont subis par les gens, y compris par les minorités, mais il ne faut pas le faire sur la base de leur identité. Il faut le faire sur la base pour répondre au fait qu'ils ne peuvent pas participer à la société comme tout le monde. Ce que vous appelez, vous, la parité de participation dans vos termes. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est un souci stratégique ou est-ce qu'il y a une vraie volonté, j'allais dire, de sauver l'universalisme? Interesting, whole set of remarks, including what you said at the outset about Polanyi. C'est intéressant ce que vous avez dit sur Polanyi. D'ailleurs, je voudrais dire quelques mots là-dessus avant de répondre à l'objet de votre question. Vous savez, c'est un grand théoricien de ce que je souhaiterais appeler les contradictions à l'intérieur du capitalisme. Donc il n'était pas concentré comme Marx sur les contradictions internes au capital, comme la baisse du taux de profit, mais plutôt les contradictions qui naissent lorsque la logique de l'accumulation est confrontée aux logiques alternatives de reproduction de la nature, de la vie sociale des communautés, le pouvoir public. Donc en fait, j'ai écrit un papier sur lui. J'ai d'ailleurs dit pourquoi deux Karl, c'est mieux qu'un. Parce qu'en fait, nous avons besoin de ces idées de contradiction et de crise, selon moi. En fait, moi, je critique la politique de l'identité. Et cela n'a rien à voir d'aucune sorte, d'aucune manière, avec le fait que je ne
reconnaît pas le manque de respect à la dignité qui existe dans nos sociétés et les inégalités qui sont liées à la race, au genre, à la nationalité, à la citoyenneté, à l'orientation sexuelle, entre autres. Mais le fait est que ceci n'est pas lié à l'identité. Toutes ces problématiques ont des bases structurelles qui sont liées à l'ordre capitaliste social. Et il faut s'attaquer à ces problèmes au niveau institutionnel en procédant à des changements structurels. Si l'on pense qu'il s'agit uniquement de questions d'identité ou que c'est simplement lié au fait que certains ont des préjugés à votre rencontre, ont de mauvaises idées sur vous, eh bien en fait, finalement, il y a une moralisation de la politique qui est dépolitisante. Une moralisation, la droite parle par exemple de politiquement correct, même si ce terme est utilisé beaucoup trop largement pour pouvoir justifier toutes sortes de choses, mais il y a un peu de vérité là-dedans. Je ne pense pas que les mouvements féministes ou antiracistes devraient recréer ou plutôt procéder à une ingénierie de la pensée. Je crois que nous devrions nous concentrer sur la lutte contre ce qui est à la base de la domination et de l'humiliation. Ensuite, on laissera tout un chacun réfléchir à la manière dont il pense aux autres. En fait, est-ce que c'est lié à l'universalisme? Je ne pense pas que l'universalisme, c'est un gros mot. Je n'ai aucune difficulté à adhérer à l'universalisme. En fait, ce que je me pose comme question, c'est quelle forme d'universalisme? S'agit-il d'une idée abstraite qui se présente sous couvert d'humanisme qui, en fait, implicitement, installe ce qui est en fait une image plus spécifique de ce qu'est l'humanité, en fait, à savoir que cette humanité, elle doit être chrétienne, hétérosexuelle, européenne ou américaine. En fait, chaque universalisme doit faire l'objet d'un examen approfondi car il faut s'assurer que cet universalisme en fait ne défend pas certaines spécificités. Par exemple, dire nous sommes des vrais Français, vous êtes autre chose, vous êtes un peu différent. Donc c'est une autre forme de communautarisme global. Alors peut-être que j'ai tort, je ne suis pas française, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qui se cache dans le républicanisme à la française. Oui, un peu. Deux questions. Dont la première va aussi partir de ce que vous ajoutez à Karl Polanyi. Parce qu'en effet, dans Karl Polanyi, il y a cette idée que le libéralisme ou l'hyperlibéralisme se développe régulièrement et choque des sociétés dans lesquelles il y a une demande de réencastrer l'économie dans la société, et ce qui amène en effet à plus de protection. Et face à ce cycle un peu binaire que développe Polanyi, où on passe d'un État hyperlibéral à un moment plus protecteur pour les sociétés, vous rajoutez une troisième option. Vous créez un système ternaire plutôt que binaire, en rajoutant une troisième option qui est la nécessité de l'émancipation. Et ça, je partage tout à fait, et je pense que c'est un vrai enrichissement que vous faites sur le plan théorique dans votre œuvre. Mais je voudrais rajouter une autre dimension que on en a parlé un tout petit peu avant le début de la conférence, que vous traitez de plus en plus dans vos écrits, mais sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est la dimension écologique, parce que c'est une dimension qui est absolument clé dans ces trois options. Si on revisite ces choix ternaires, on peut se dire que dans le libéralisme ou l'hyperlibéralisme, on peut avoir un hyperlibéralisme très destructeur de la nature, qui cherche avant tout dans la logique du profit à développer l'extractivisme, le productivisme, mais on peut aussi penser à un capitalisme vert qui va marchandiser le tout. Et aux dernières conférences de Rio + 20 à Rio de Janeiro, on a une très forte pression pour faire rentrer dans la logique du marché en parlant de ce qu'on appelle les bénéfices environnementaux que la nature permet, en marchandisant ces bénéfices
bénéfices environnementaux. Donc on voit ça du côté donc, du libéralisme et du capitalisme, pour le dire vite, mais on le voit aussi du côté de la protection. On peut avoir un étatisme protecteur qui peut aussi être écologique par des grands travaux, une planification, un Green New Deal, appelons-le comme on veut, ou au contraire un productivisme étatique, comme on l'a pu le voir en Union soviétique, qui était aussi destructeur de la nature que l'était le capitalisme occidental. Et du côté de l'émancipation, il y a aussi la même tension sur les questions écologiques. Donc ça, c'est une première question que je voulais vous poser dans la suite de ce que vous avez développé sur Karel Polanyi. Puis il y a une deuxième question qui est rattachée à celle-là et qui porte sur le féminisme, parce que là aussi, vous parlez évidemment des différents féminismes, et dans un de vos derniers articles, vous développez le fait qu'il faut que le féminisme soit également éco-socialiste, mais vous n'employez pas le terme, en tout cas je ne l'ai pas lu, donc c'est une vraie question que je voulais vous poser, sur le terme d'écoféminisme. Or, on est beaucoup à attaque, et il y a eu un très gros succès de l'atelier ou de la conférence qui portait là-dessus à l'université d'été, à considérer que le terme écoféminisme permet de faire de réelles avancées, parce qu'il part de l'idée qu'il y a une double relégation, un double stigmate. Les femmes, évidemment, reléguées dans l'espace domestique, donc dans l'espace de la reproduction sociale dans les sociétés patriarcales, mais aussi une nature qui, comme le disait Vincent dans son introduction, est elle aussi considérée comme secondaire face à la culture dans toute la pensée moderne, à commencer par Descartes, mais pas que, et que de cette double relégation, on pouvait tirer un mouvement d'émancipation qui était écoféministe, dans lequel les luttes de femmes, partant de leur situation de relégation dans l'espace de la nature et dans l'espace de la reproduction, pouvait permettre à la fois une émancipation des femmes contre le patriarcat, mais aussi une nouvelle relation entre nature-culture et donc entre humanité et nature, grâce à une lutte qui ne serait pas simplement une lutte de femmes qui, par essence, serait plus proche de la nature, c'est évidemment pas ça le sujet, mais une lutte de femmes qui permette à toute l'humanité, hommes et femmes, d'avoir un rapport différent à la nature et donc de traiter différemment les questions climatiques, les questions environnementales, les questions liées à la biodiversité. Voilà, c'était les deux questions que je voulais vous poser sur ces questions liées à Polanyi et à l'écoféminisme. Alors, Nancy, je vais juste vous demander d'être un peu plus bref que tout à l'heure, parce qu'il faut que je sois maître du temps. Voilà. Je vous le dis. Je vous remercie pour ces deux excellentes questions. Il sera très difficile d'y répondre de manière concise et d'ailleurs de donner une réponse tout court. D'abord, je veux dire que je m'intéresse à Polanyi pour deux raisons. Au niveau structurel, ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'un moteur économique dans le capitalisme qui profite et détruit les conditions non économiques de possibilité, y compris la nature. Polanyi parle de l'argent du travail de la terre, et donc finalement c'était déjà en quelque sorte un penseur écologiste avant l'heure. Et je crois que la problématique écologique se trouve dans ce qu'il a écrit et pourrait être pensée dans un cadre polanien. Et moi, dans mon travail, j'ai réfléchi à ce qu'il a écrit puisque je m'intéresse donc au capitalisme, à ses conditions et donc à la nature. Le deuxième niveau, c'est le niveau politique, y compris les luttes sociales. Et oui, vous avez raison, il avait, je crois, un point de vue adéquat sur les deux pôles. On était pour la marchandisation ou pour la protection sociale, et donc la protection de la nature contre le marché, on pourrait le dire. Mais le problème est que historiquement c'est beaucoup trop simple. Historiquement, il y a eu des luttes pour l'émancipation des femmes, pour l'abolition de l'esclavage, contre le colonialisme, et cela ne s'inscrit pas dans ces catégories. Et comme je l'ai dit auparavant, si l'on pense qu'aujourd'hui la seule option c'est un protectionnisme pseudo-socio-démocrate et de l'autre côté le néolibéralisme, si l'on pense qu'il s'agit des seules options, eh bien nous allons à notre perte. Et je crois que nous devons réimaginer, repenser ce cadre du conflit social. Ce n'est pas qu'un mouvement double, je crois qu'il faut envisager un troisième pôle au moins.
Peut-on parler d'émancipation? C'est ce que j'avais dit et ce que je voulais utiliser pour décrire ce que je pense être un scénario de 2 contre 1. 2 pôles contre un troisième. Dans la sociodémocratie, il y a en quelque sorte une alliance entre la marchandisation et la protection sociale. Et c'est d'ailleurs une combinaison que Polanyi pensait impossible, mais aux dépens de certaines formes d'émancipation. Le néolibéralisme inverse ceci et crée une alliance perverse, celle de la marchandisation et de l'émancipation, avec des mouvements féministes néolibéraux, par exemple, contre la protection sociale. Ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle version de ce triple mouvement, à savoir une alliance de la protection sociale, et je prend en compte dans cette catégorie la protection de la nature, la transformation écologique, donc une alliance avec l'émancipation contre la marchandisation et en tout cas contre la financiarisation. Donc je crois que c'est ce qui est en jeu. Désolée, je crois que je parle un peu trop longtemps et donc je vais revenir maintenant sur l'écoféminisme. Okay, this might be a question of connotation in different languages. Peut-être que c'est lié à la connotation dans différentes langues, dans différentes traditions intellectuelles, mais en ce qui me concerne, dans le monde anglophone, le mot écoféminisme est lié à une essentialisation, une romantisation des femmes qui seraient plus proches de la nature, etc. Et cela va avec les concepts de deep ecology. Et en soi, oui, si l'écologie libérale peut s'allier avec le capitalisme vert et le marché, eh bien, cette écologie profonde, ce féminisme éco-romantique pourrait aussi être utilisé et se rallier à des formes de néofascisme ou de proto-fascisme. Alors que le féminisme éco-socialiste, ou bien on peut changer l'ordre des mots, peu importe, comme vous voulez, mais je veux que ces termes, donc écologiste, socialiste et féminisme, aillent de concert. Car cela est directement lié au problème du capitalisme, car encore une fois, le capitalisme est notre problème fondamental. Et comme vous l'avez dit, c'est ce qui est aux racines de la domination des sexes et aussi de la dévastation de l'environnement. Mais je comprends ce que vous avez dit et ce qui a été avancé par un certain nombre de penseurs que j'admire, comme Silvia Federici par exemple. En fait, c'est un argument qui fonctionne par analogie, qui est suggestif, mais qui, en fait, n'éclaircit pas les mécanismes réels, les dynamismes et l'ordre institutionnel auquel nous sommes confrontés, alors que pour moi c'est fondamental. Donc féminisme éco-socialiste, oui, mais pas écoféminisme. On a d'autres interventions après, je pense qu'ils reviendront sur ce terme d'écoféminisme, parce que j'entendais des réactions très fortes dans la salle. Donc bon, je pense qu'effectivement la conception qu'avançait Christophe est très différente de ce que ça évoque, en tout cas à vos oreilles spontanément. Une dernière question sur laquelle j'aurais voulu un petit échange entre vous deux avant qu'on prenne celle de la salle. C'est un autre terme très controversé, une stratégie qui est très controversée, qui est le populisme de gauche. C'est pas artificiel parce que vous avez publié également une tribune et aussi une interview qui sont en accès libre sur cette question-là, où vous défendez, alors vous ne dites pas populisme de gauche, vous dites populisme progressiste, et qui pour vous, un peu dans la veine du féminisme des 99%, ce populisme progressiste est une sorte de phase transitoire nécessaire pour permettre au mouvement de l'égalité de marquer des points, d'obtenir des victoires, quoi. Donc ça, c'est ce que vous défendez. Et je ne veux pas anticiper sur ce que dira Christophe, mais c'est quelque chose qui est très controversé en France, en Europe. Il y a beaucoup de mouvements qui se disaient eux-mêmes populistes de gauche, qui ont obtenu plutôt des défaites électorales, notamment aux dernières élections européennes, et beaucoup critiquent le fait qu'on importerait en Europe et peut-être en Amérique du Nord des concepts qui se sont beaucoup développés en Amérique du Sud dans des sociétés très, très différentes
Et donc peut-être que l'importation ne serait pas très, très heureuse. Mais je vous laisse développer votre argument et puis Christophe répondra. Yes, I have no objection to using the word. Je ne suis pas opposée à l'usage de l'expression populisme. Je ne crois pas que c'est sous toutes ses formes autoritaires, ethno-nationales, chauvinistes. En fait, je crois que c'est un point de vue libéraliste qui défend cette idée, qui veut en fait en quelque sorte invalider toute forme de lutte sociale qui a des revendications légitimes et qui devraient être reconnues par la gauche. Donc pour moi, tous les populismes ne sont pas forcément intrinsèquement mauvais. Je crois qu'il en existe certaines formes. Alors moi, je ne dirais pas que je suis populiste. Je préférais dire que je suis une sociodémocrate. Mais dans la période dans laquelle nous nous trouvons, les mouvements populistes se développent, des pulsions populistes et des visions du monde. Et je crois qu'il est essentiel de reconnaître les revendications et essayer de les articuler pour les faire tendre vers la gauche. Moi, je n'avais jamais utilisé ces termes auparavant, mais je dirais que quelque part, le féminisme pour les 99% pourrait être en fait un populisme féministe. 99%, c'est finalement un langage populiste, a été utilisé par Occupy Wall Street. Et nous savons, du point de vue conceptuel, que le concept du 1% n'est pas suffisamment adéquat pour définir tout ce qu'est le capitalisme. Mais en fait, c'est un excellent point de départ qui fait écho et c'est ce que les personnes peuvent comprendre. Donc en fait, je dirais que le plus important... En fait, si vous voulez, moi, j'étais trotskiste quand j'étais jeune, ayant parlé de programme de transition socialiste. Le populisme de gauche... En fait, ça pourrait être une forme de programme de transition socialiste. Mais cela diffère du populisme de droite pour deux raisons. D'abord, il ne défend pas un espèce de milieu entre les élites prédatrices et en fait, si vous voulez, une espèce de sous-classe méprisée qui piquerait notre travail et nos avantages sociaux. C'est vraiment ce qui est défendu par le populisme de droite. Le populisme de gauche, il devrait avoir cette structure. Les élites contre les 99%. Le peuple devrait être vu de manière inclusive contre l'élite. Ocasio-Cortez assume ce discours-là. Oui, tout à fait. Ocasio-Cortez défend ça. Et d'ailleurs, toute cette jeune génération, un certain nombre de politiciens, des femmes racisées, des travailleuses se battent. Aux États-Unis, c'est un moment très intéressant. On pourrait aussi parler d'une résurgence du populisme, même si toutes ces personnes se qualifient elles-mêmes de socialistes. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un socialisme qui n'a rien à voir avec le socialisme français ou le socialisme européen. Et ensuite, une dernière remarque sur le populisme de gauche par rapport au populisme de droite. Le populisme de gauche a tendance à identifier ses ennemis dans des termes culturels identitaires. Le populisme de droite va choisir les Noirs, les migrants, des groupes qui peuvent être identifiés culturellement en des termes identitaires, alors que le populisme de gauche doit identifier des ennemis structurels et systémiques. C'est beaucoup mieux de parler de Wall Street, comme l'a dit Occupy. Et c'est vrai que parfois c'est aussi lié à des mouvements antisémites et il faut lutter contre ces tendances antisémites évidemment, mais en tout cas il faut trouver les ennemis structurels, fonctionnels et pas les ennemis identitaires. Est-ce que ça te convainc comme point de départ et comme moment mobilisateur avant d'aller plus loin? Non, un premier mot d'abord, on pourra discuter du trotskisme autour d'un verre après le repas, après la conférence, on n'a pas le temps maintenant. Non, première chose à dire, c'est que le mot populiste n'a pas
forcément le même sens, ou en tout cas n'a pas la même appréciation populaire aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, le populisme au XIXe siècle était progressiste, hein, et donc je comprends tout à fait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme vous l'avez fait. En France, ça rappelle un peu le général Boulanger ou le mouvement Poujadiste dans les années 50, qui sont des références plus problématiques pour beaucoup d'entre nous. Mais oublions ça, parce que c'est pas la partie la plus importante, hein, qui est vraiment contextuelle. Non, ce qui est compliqué quand on regarde l'expérience européenne, hein, vraiment là je me limite à l'Europe, c'est que les deux mouvements qui ont porté le plus cette idée du populisme de gauche, c'est la France insoumise et plus encore Podemos. Mais dans les deux cas... En Espagne. En Espagne, oui, bien sûr. Podemos en Espagne. Hein, bon, et c'est Podemos qui l'a le plus théorisé, plus que la France insoumise, parce que c'est des professeurs de sciences politiques, et Errejón a écrit avec Chantal Moufle. Il y a une identité plus profonde encore entre populisme et Podemos que pour ce qui est de la France insoumise. Mais dans les deux cas, il y a une stratégie qui visait à dire que ce qu'il fallait remettre en cause, c'était la caste, hein, ou les élites, hein, dans le cas de la France insoumise. Donc unifier le peuple contre un ennemi commun, et qui gommait deux questions que je trouve absolument centrales. La première, c'est la question des alliances. Et dans des systèmes politiques qui sont plus compliqués en Europe qu'aux États-Unis, parce que vous avez un système où le premier gagne tout, d'une certaine façon, alors que nous, on a des systèmes plus complexes, que ce soit en Espagne avec la proportionnelle ou en France avec les deux tours. Et puis la deuxième question que posaient ces stratégies-là, c'était de considérer que la démocratie était une question secondaire, parce qu'il fallait gagner les élections très vite et donc avoir des outils efficaces, fonctionnels pour gagner l'élection dans un combat strictement électoral. Et donc dans le cas de la France insoumise, c'est un mouvement gazeux dans lequel la direction est de fait autour de quelques personnes autour de Mélenchon. Et Podemos, on l'oublie souvent, est le parti espagnol qui est le plus centralisé dans un pays dans lequel les autonomies régionales sont très importantes. Parce que c'était l'idée du blitzkrieg, de la guerre éclair, hein, qu'avaient théorisé Pablo Iglesias et Íñigo Errejón, mais qu'ont repris un peu les dirigeants de la France insoumise quand ils parlaient du trou de souris par lequel ils pouvaient gagner la présidentielle. Et dans les deux cas, et l'effet a été similaire. Ça a été comme un boomerang ou un râteau, où la question des alliances, comme la question de la démocratie, ont créé des crises majeures dans ces deux mouvements. Hein. Bon. Et ça montre toutes les limites de la stratégie populiste telle qu'elle a été développée sur le continent européen. Hein. Je ne me prononcerai pas sur Sanders. Ce que vous avez écrit sur ce qu'a pu faire Sanders me paraît là tout à fait convaincant. Mais dans le cas européen, c'est une stratégie qui, quand elle est poussée dans des applications concrètes, a montré toutes ses limites ces dernières années. Très brièvement, je suis d'accord avec vous que tout populisme qui vise une sorte d'hyper-unification des gens, effectivement, il faut effectivement identifier les forces sociales, il faut essayer de voir comment rassembler ces forces dans un bloc contre-hégémonique. Je penserais plus de façon gramscienne, si vous voulez, pour avoir une contre-hégémonie, qui ne veut pas dire une hyper-unification. Même si Gramsci était, Gramsci était très préoccupé par l'unification de l'Italie, mais c'est autre chose. Je pense que Sanders, c'est autre chose. J'avais des espoirs très élevés pour Podemos. Ils avaient un pied dans une vieille tradition de gauche et un pied dans les indignés, etc. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la dynamique interne. J'étais pas introduite. Je ne peux pas forcément dire grand-chose sur Mélenchon et sur la France insoumise. Vous en savez beaucoup plus que moi à ce sujet-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour Sanders, la question de la démocratie est absolument centrale. Il n'y a rien de secondaire là-dedans. Il appelle à une révolution politique pour avoir une transformation systémique de la relation entre le politique et l'économique. Et ce qu'il appelle la classe des millionnaires ou des milliardaires, pour que ces gens-là ne dominent plus le système politique, ce qui est le cas aujourd'hui, et pas seulement aux États-Unis d'ailleurs. Et il parle, où il utilise un langage extrêmement fort, il dit que le système est manipulé. Et ce mot « manipulé », donc, c'est un mot qui est extrêmement fort et tout le monde le comprend, que les dés sont pipés, que le système est manipulé et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout le monde sent de façon très immédiate que c'est vrai. Et c'est un appel pour une révolution démocratique autant que pour une révolution économique ou sociale. Et je voulais simplement donner cet exemple du type de possibilité
n'y a pas besoin d'emprunter la voie du populisme européen. Si c'est effectivement le cas, il faut effectivement prendre un chemin différent. Qui m'ont été transmises. Je vais en poser une par personne. La première, je vais vous la poser à vous, Nancy Fraser. Au lieu de poser la question pourquoi le féminisme doit être anticapitaliste, pourquoi ne pas poser la question pourquoi la lutte anticapitaliste doit être féministe? Ouais, c'est quelqu'un qui demande de réfléchir à l'inverse de ce que vous avez présenté. Oui, tout à fait. C'est une question absolument essentielle, car un certain nombre de luttes anticapitalistes par le passé n'ont pas suffisamment tenu compte du féminisme et de la perspective féministe. Et c'était un échec immense du mouvement anticapitaliste jusqu'ici. Pourquoi? Eh bien, le capitalisme, dans sa structure elle-même, est un système genré qui ancre une subordination genrée dans ses structures en raison de ses divisions caractéristiques entre une sphère de production économique, de production monétisée, avec accumulation de valeur, et une sphère de reproduction sociale où de même où on trouve des activités économiques, mais souvent ces dernières sont rendues invisibles. Elles ne sont pas rémunérées, elles ne sont pas reconnues, ou en tout cas un certain nombre de ces activités ne le sont pas. Et donc cette division, production, reproduction, c'est une invention capitaliste qui n'existait pas dans les sociétés féodales. Même s'il y avait une division genrée du travail, les activités des hommes et des femmes faisaient partie du même univers social. Le capitalisme les a séparés, a créé d'un côté le travail, de l'autre le famille, et les deux ne devaient jamais se rencontrer. Et c'est ce qui, selon moi, et j'aurais dû le dire, c'est une division genrée, une séparation genrée. Et selon moi, c'est la source structurelle principale de l'asymétrie genrée dans les sociétés capitalistes. Une asymétrie qui est tout aussi structurelle que ce que l'on qualifie de domination des classes. Et je crois que cela concerne aussi d'ailleurs les classes dans un sens étendu du mot classe, car le capitalisme profite du travail non rémunéré des femmes. Mais quoi qu'il en soit, oui, à la personne qui a posé la question, je ne sais pas qui c'est, je ne vois rien dans la salle, oui, vous avez tout à fait raison. L'anticapitalisme doit être féministe, il doit être écologique, il doit être antiraciste, antimilitariste et, comme nous l'avons dit, déjà dans démocratique. Le livre qu'on a cité sur le féminisme des 99%, tout en développant ça, le fait que patriarcat ou androcentrisme aussi, comme vous dites, et capitalisme sont liés, vous reconnaissez que la subordination des femmes n'a pas attendu l'émergence du capitalisme pour exister. Et face à ça, on a l'impression que vous n'avez pas vraiment de discours stratégique. De discours stratégique. En tout cas, qu'il y a une conflictualité liée au fait que la subordination des femmes remonte à une période précédant le capitalisme, qui est assez ignorée dans le livre quand même. Oui, En fait, bien sûr, le capitalisme n'a pas inventé la subordination des femmes. Il y avait déjà des formes de domination des hommes et de subordination des femmes dans toute société de classe connue. Mais je crois que le terme patriarcat, dans un sens transhistorique tel qu'il peut être utilisé, est aussi utile, car les formes de domination des hommes, en fait, dépendent véritablement des formes de société dont il s'agit. Et je crois que les formes de domination des hommes dans les sociétés capitalistes diffèrent véritablement des sociétés pré-capitalistes. Les formes de domination des hommes dans les sociétés capitalistes n'étaient pas forcément liées au niveau des relations dyadiques ce n'était pas tout à fait comparable à une relation maître-sujet.
Et peut-être que cela pourrait permettre d'expliquer des formes de domination à certaines époques, en certains endroits, mais dans les sociétés capitalistes, de nombreuses formes de domination sont liées à des moyens systémiques qui s'articulent aussi avec des moyens personnels. En fait, je crois que nous avons vraiment besoin d'éclaircir quelles sont les formes de domination masculine aujourd'hui qui diffèrent en fait en fonction des périodes de développement du capitalisme. Certaines formes qui existaient au XIXe siècle, au début de l'industrialisation, sont différentes des formes de domination dans les sociétés socio-démocrates et des formes de domination néolibérale. Et ce que nous avons dans notre manifeste Féminisme pour les 99%, c'est décrire les spécificités de l'asymétrie dans le capitalisme néolibéral qui est différent du capitalisme sociodémocratique. Dernière question, on va conclure ce débat. Je me tourne vers vous, Christophe, qui avez milité dans des partis, associations, syndicats. C'est une question qui est la suivante. Comment comprenez-vous la reproduction d'oppression dans nos rangs, puisqu'on parle d'articuler les luttes contre les oppressions? Comment comprenez-vous la violence sexiste en milieu militant, le racisme rampant dans certains discours féministes? Comment construire des luttes dans des conditions de sécurité pour tout le monde? Est-ce que ce n'est pas ça aussi la question? Donc quelqu'un qui interpelle sur les mouvements eux-mêmes. Non, mais la question est tout à fait sensée et juste, parce qu'on a bien vu et la presse en a fait état à juste titre dans de nombreuses organisations politiques, y compris de gauche radicale, je pense au Parti communiste ou à d'autres, des problèmes de sexisme évidents. Et on voit bien que dans certains discours féministes, je dis évidemment pas tous, et c'est même aujourd'hui une minorité, il y a un oubli de ce que peuvent vivre, ou en tout cas une non prise en compte de ce que peuvent vivre des femmes musulmanes ou d'autres femmes aujourd'hui issues de l'immigration ou partant de cultures différentes de la culture dominante en France, au nom d'un universalisme qui est, pour reprendre la formulation d'Immanuel Wallerstein, un universalisme européen, qui n'est pas celui que vous avez développé. Donc c'est tout à fait juste de poser la question. La réponse ne va pas de soi parce que le temps des organisations est quand même, je ne dirais pas passé, mais n'est plus aussi dominant qu'il ne l'était auparavant. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde dans lequel il y a beaucoup de gens jeunes, même si je ne vous vois pas beaucoup à cause des lumières dans cette salle, le nombre de gens qui sont organisés de façon structurée et sur le long terme est beaucoup plus faible que pour ma génération. Quand j'ai commencé, moi, à militer il y a maintenant de nombreuses décennies, il était quasiment obligatoire d'être organisé pour pouvoir apprendre, donc connaître des informations sur ce qui se passait en Amérique latine, en Amérique du Nord ou ailleurs, pour se former. J'ai découvert Lukács, Gramsci dans les organisations trotskistes comme vous, et puis surtout pour s'organiser, pour lutter. Bon, aujourd'hui, ces trois choses-là peuvent être faites différemment à cause du numérique, à cause de différents médias qui font que la nécessité de l'organisation est beaucoup plus faible qu'auparavant. Et donc la question à poser est une double question. Il y a en effet répondre à ça, et voir comment on peut, et la parole des femmes à cet égard est absolument centrale dans les organisations. Le fait qu'on considère que c'est quelque chose qui doit être non seulement pris en compte, mais posé comme prémisse dans le fait de s'organiser, d'être respectueux de l'existence et de la parole de toutes et tous, quelles que soient nos origines, notre genre, notre orientation sexuelle. C'est évidemment ça. Et puis deuxièmement, de voir comment on peut agir ensemble quand les organisations sont faibles. On voit bien dans les cortèges de tête, en France, il y a beaucoup plus de gens dans les manifestations que de gens organisés, surtout dans la jeunesse. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer et qui est un des défis probablement les plus importants pour les décennies à venir. C'est comment agir quand les organisations sont aussi faibles. Les Gilets jaunes en étant l'exemple le plus impressionnant. C'est quand même un mouvement dans lequel il n'y a pas d'organisation à aucun niveau. Tous ceux qui ont essayé en tant qu'organisation de rentrer et de diriger les Gilets jaunes ont été mis de côté aussitôt. Chaque fois qu'il y a des leaders qui émergent, ils sont évidemment poussés aussi de côté. Donc comment faire dans ce monde-là? C'est une des questions centrales, mais là, il faudrait beaucoup plus de temps que les quelques minutes qui me restent avant de passer à la table ronde suivante. Merci Christophe, merci Nancy, et puis donc je laisse la place au débat suivant.